La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Soins égypto-esséniens. Cette pratique sacrée de l'Égypte ancienne permet une multitude de libérations, comme les formes pensées, les mémoires cellulaires, et favorise des rééquilibrages sur les plans physiques, subtils, émotionnels et sur le mental. Prenant en considération le corps, l'âme et l'esprit, ces soins ancestraux vont nous être présentés par Laurence Emery dans Expert en thérapie. Bonjour Laurence. Bonjour Thierry. Enchanté. Re-enchanté, re-enchanté. On est très heureux de vous avoir avec nous. Alors on est un petit peu tendus tous les deux, hein. On a préparé cette émission depuis quelques semaines. Alors on a pris du rescue, hein. Tout va bien, vous inquiétez pas, on est équipés. Ça va bien se passer. Ah, mais oui. Alors, master de sophrologie caïcédienne avec le professeur Alonso Caicedo. Vous avez suivi la première formation en France de soins égypto-esséniens avec Daniel Meroy et Marie-Joanne Croteau. Donc vous allez quand même chercher du high level, du haut niveau en tant que dans vos formateurs, dans vos enseignants. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Je reconnais que c'est la vie qui m'a amenée vers eux et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Et vous êtes formatrice depuis 2013 Oui. en soins égypto-esséniens. Oui. C'est bien de le dire quand même. Voilà. Oui. Je voulais saluer quand même Daniel Meroy et Marie-Joanne Croteau, qui sont des grands noms des soins égypto-esséniens, bien sûr, et on salue tous les praticiens, puisqu'il y en a de plus en plus de soins égypto-esséniens, et on va tout savoir grâce à vous. Oui. De cette méthode qui est peu connue. On connaît le Reiki, on connaît des soins énergétiques, le magnétisme, mais les soins égypto-esséniens, on me dit des fois, mais c'est quoi les soins égypto-esséniens? Alors, on a une experte aujourd'hui qui va pouvoir tout nous expliquer. Alors, comment ça vous est venu d'arriver dans, maintenant formatrice, mais vous avez débuté en tant que thérapeute. Comment ça vous est arrivé dans votre vie vouloir être thérapeute alors que vous aviez un métier, une activité un peu plus standard? Oui. Et pourquoi les soins égypto-esséniens du coup? Alors le pourquoi, et en fait j'ai l'impression que c'est eux qui sont venus à moi. Et tout s'est mis en place par, par différentes aides, on va dire, mais à travers des personnes qui m'ont amené jusqu'aux soins esséniens. Mais c'est pas moi qui au départ ai choisi cette voie, c'est comme si c'était venu à moi. Et ensuite, le fait d'être thérapeute, quand j'ai commencé la formation, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Je ne connaissais même pas les soins esséniens. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai été thérapeute et ensuite formatrice, mais tout ça, ça s'est mis en place sans que je l'ai prévu à aucun moment. C'est la vie qui m'a... Donc voilà, j'ai rencontré Daniel et Marie-Joanne, pareil, par le hasard de la vie. Je ne connaissais pas du tout Daniel à l'époque, en 2008, et au Québec. Et voilà, il y a eu un genre de reconnaissance d'âme qui a fait que, il se trouve que 6 mois après, ils démarraient leur première formation en soins égypto-esséniens en France. En France. Je me suis inscrite, mais je suis sincère, hein, ce n'était pas par rapport aux soins esséniens, puisque je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'était essentiellement par rapport à eux, me dire, voilà, je vais partager encore d'autres moments géniaux avec eux. Et ensuite, voilà, après, j'ai découvert les soins esséniens. Par la suite, voilà, c'est un cheminement qui est peut-être différent de certaines personnes qui vont aller vers le but qu'elles ont choisi. Moi, j'ai été amenée à ça, mais sans avoir l'impression que ça vient de moi. J'ai ouvert des portes. Une amie qui m'avait dit, mais en fait, quelqu'un t'a entrouvert une porte, et tu avais le choix entre la fermer et l'ouvrir complètement. Donc j'ai ma part de choix quand même là-dedans, mais la porte n'a pas été ouverte par moi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Mais vous l'avez franchie. Et oui, et je le regrette pas du tout. Ça a changé ma vie. Et vous avez été en quelque sorte adoubée par Daniel Meroy et Marie-Joanne Croteau dans le sens où vous êtes formatrice, puisqu'il y a très peu aujourd'hui de formateurs en soins égypto-esséniens. Oui, autant il y a plein de maîtres Reiki, mais alors pour trouver un formateur en soins égypto-esséniens... De leur formation, on va dire, je ne sais même pas le nom, mais on doit être 8 ou 9 issus de leur formation à eux. Voilà. Et oui, j'ai leur soutien, leur aval, et je les remercie d'ailleurs beaucoup. Voilà, mais ça s'est fait comme ça, quoi.
C'est la vie. C'est la vie, et la vie a été très très sympa. Merci d'être ici. Ça faisait trop longtemps qu'on voulait faire une émission sur les soins égypto-esséniens que je connais bien aussi, oui, parce que j'ai eu l'occasion d'être formé à cette méthode. Mais c'est vous qui allez nous la présenter, puisque vous la connaissez depuis vraiment longtemps. Justement, dans cette émission, on va pouvoir comprendre comment ça fonctionne, comment se pratique un soin. On aura tout à l'heure une pratique ensemble d'ancrage. Vous allez nous montrer, vous nous expliquer les nadis. Hein, c'est un petit peu chez les soins égypto-esséniens, les méridiens. Hein, voilà, mais un autre nom, mais on puis il y en a combien des nadis? Alors, je crois qu'il y en a 72 000 des nadis. Voilà, c'est ça. Voilà, nous, on va rester sur les, comme on dit, les grandes autoroutes, les grands nadis, les nadis principaux, et puis les sous-nadis. Ben, voilà, je l'expliquerai tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Alors, pour entrer un petit peu dans la philosophie des soins égypto-esséniens, vous m'avez dit, dans les soins égypto-esséniens, nous ne sommes pas des guérisseurs. Alors là, on voudrait savoir, parce que c'est une pratique thérapeutique et en même temps, vous n'êtes pas des guérisseurs. Est-ce qu'on peut détailler? En fait, ce qui me pose souci, c'est le terme guérisseur. Le terme guérisseur sous-entend, il y a une personne qui va guérir l'autre et la personne patient qui va se faire libérer de sa maladie par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pas du tout la base des soins esséniens. Les soins esséniens, c'est vraiment le côté triangulaire, tripartite, où il va y avoir... Alors, c'est déjà corps, âme, esprit, donc il y a déjà le chiffre 3, et puis ça va être le patient, cette énergie de vie, cette onde de guérison qui traverse le thérapeute et le thérapeute. C'est-à-dire que les trois vont participer aux soins. C'est pas... allonge-toi là, je vais te soigner. C'est vraiment prendre en considération la responsabilité, mais dans le bon sens, de la personne dans sa guérison. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire, on l'accompagne sur son chemin de guérison. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons. On va demander, on va être dans l'intention d'aider l'autre au mieux sur son chemin de guérison, mais il faut l'alliance des trois pour que quelque chose se passe. Si la personne n'est pas prête à guérir, sa maladie, elle vient lui dire quelque chose. Donc, si cette personne n'est pas prête, la maladie peut encore rester 6 mois, 1 an, autant. Il y a la participation consciente ou inconsciente de celui qui reçoit le soin. D'ailleurs, je crois que les Égyptiens disaient à leurs patients, la première question qu'ils leur posaient, c'est « veux-tu guérir ?» Mais voilà, c'est une démarche. Donc, nous, on va accompagner, on va aider, on va... orienter cette énergie, on utilise beaucoup la lumière, enfin c'est à travers cette lumière qu'on va aider l'autre. Mais comme dit Marie-Joanne, j'adore cette phrase, c'est faire à la longueur de son bras. C'est-à-dire qu'au-delà, ça ne nous appartient plus. On a notre part de responsabilité dans le soin, notre action dans le soin, mais au-delà, la guérison ne nous appartient pas. Et j'aime bien cette phrase. Et ça représente l'humilité. On fait à la longueur de notre bras, pas plus. Et ce qui me dérange dans le terme des guérisseurs, c'est que cette manière de fonctionner n'est plus là. C'est quelqu'un qui va guérir l'autre. Donc il y a des guérisseurs qui sont certainement dans le côté sacré et qui ont conscience que c'est le sacré de la vie qui agit à travers eux. Mais il y a le risque de tomber dans... c'est moi qui t'ai guéri. Voilà. Et ça c'est pas possible en soins esséniens. C'est quand on dit des soins d'amour, des soins d'humilité, il y a la participation des trois pour que ça puisse aboutir à quelque chose. Vous m'avez parlé de soins du cœur aussi. C'est des soins du cœur, c'est-à-dire que tout part du cœur. C'est vraiment des soins d'amour. C'est-à-dire qu'il y a la technique, les protocoles, les différentes techniques d'harmonisation, d'équilibrage, tout ce qu'on utilise lorsqu'on fait un soin. Ça, c'est cette technique-là, mais tout passe par le cœur. C'est-à-dire que quelqu'un qui va très très bien situer les sous-chakras, qui va très très bien faire l'harmonisation, super, mais s'il n'y a pas le cœur, c'est plus des soins esséniens. Voilà, ça se limite à une technique. Alors, on va parler tout de suite de ce livre qui est un petit peu la Bible des soins égypto-esséniens. De Daniel Meuroy et Marie-Joanne Croteau. On parlera de vos formations et de ce livre pour savoir comment on se forme dans ces soins égypto-esséniens, parce qu'on ne trouve pas son diplôme dans une pochette surprise. On fait un petit coucou donc quand même à nos amis. On a mis en grand ici Daniel Meuroy et Marie-Joanne. C'était au Québec chez eux. C'était au Québec. Ah oui, vous les aviez connus? Non, ça c'était au Québec, je crois que c'est en 2016.
Ah, vous avez continué la formation? Non, on est retourné les voir avec quelques formateurs. Ils faisaient une formation au Québec, auquel on a assisté pour une journée ou deux, et ensuite on a passé quelques jours avec eux, voilà. En 2016, je crois. C'est une grande famille, donc. Ah ben oui, c'est des retrouvailles d'âme, et franchement... Vous y croyez vraiment à ça? Ah oui. Ah oui. C'est pas possible autrement. Quand c'est une connexion de cœur à cœur, et après c'est vraiment au niveau du ressenti. Pour moi, c'est sûr que c'est Notre-Dame. Après, de quand, peu importe. C'est une question de taux vibratoire. Il y a des gens avec qui ça passe super bien, des gens avec qui ça passe pas. Il y a souvent des retrouvailles d'âme, et je me rends compte aussi dans les formations où le groupe ne se crée pas de manière... Il y a des raisons. Quand les personnes se retrouvent dans le même groupe, c'est qu'il y a des choses soit à guérir, ça peut être à guérir. Oui, parfois on entend, voilà, c'était une retrouvaille karmique, voilà, il devait se passer quelque chose entre nous. Ou quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé dans une autre vie, et qui va être justement pacifié dans cette vie-là. Okay. Il y a tous les cas possibles. Alors, avant de rentrer dans la technique, on va passer à certains cas possibles. Alors, il y en a beaucoup, et encore, j'en ai enlevé de votre liste sur... Combien il y a de... À peu près. 60 soins aujourd'hui? À peu près, entre les techniques, les petits soins, moi ce que j'appelle des petits soins, c'est-à-dire des petites techniques ou des harmonisations, et puis les grands soins, c'est-à-dire les protocoles, voilà. Par exemple, harmonisation des chakras, c'est une technique, insuffisance immunitaire, c'est un soin, un protocole de soins. Et c'est là où on voit qu'il y a à peu près 50, 60. On vous laisse les lire, bien sûr, à la maison, derrière l'écran, mais c'est un petit peu là où on voyait que c'était des soins pour le corps, l'esprit et l'âme. Hein. Oui, c'est là où on résume ça. C'est les soins holistiques, c'est-à-dire que ça prend en considération l'être dans sa globalité. Ce n'est pas juste le côté curatif, on va s'occuper de l'élongation ou du problème au genou. C'est vraiment prendre l'homme, le patient ou la personne dans sa globalité, sachant que les maladies vont d'abord prendre racine dans les corps subtils avant de s'incarner dans le corps physique. Oui. Donc c'est vraiment, on joue à plusieurs niveaux. On joue, pas si c'est un jeu. Mais... En deux mots, on va aller dans le détail après, de comment se passe un soin, mais pour faire comprendre aux gens comment ça marche, en gros. Alors, il y a l'entretien préalable, bien sûr, pour que la personne explique la raison pour laquelle elle vient. Et déjà, pendant cette phase d'entretien, il y a des informations qui arrivent. Voilà. Après, j'expliquerai comment les informations peuvent arriver. Il y a énormément de canaux différents. Donc, il y a déjà des informations qui arrivent et qui nous orientent vers un soin particulier. Ensuite, il y a le soin en lui-même. Donc, c'est vraiment des soins très cocooning, des soins... on prend vraiment... on prend soin de la personne. Il y a ce côté bienveillant, c'est très important. Pour moi, ça fait partie, j'ai un exemple qui me vient là, ça me fait partie du bon fonctionnement du soin. Il faut que la personne se sente accompagnée, écoutée, entendue, dans la douceur. Cette douceur, elle est vraiment, elle fait partie des soins. Donc on fait ce qu'on appelle les 3 soins de base, c'est-à-dire un soin qui va permettre à la fois à la personne de lâcher ses barrières, ses défenses, et puis au thérapeute de commencer à avoir des informations sur la circulation de l'énergie, sur les blocages, que ce soit les chakras, les organes, voilà, les 3 soins de base. Ensuite, on passe au protocole qui est venu pendant l'entretien, voir un autre qui se présente, parce que ça m'est déjà arrivé souvent. Au protocole, c'est pas un truc qui vous est... J'aime pas trop le mot protocole. Oui, mais c'est lequel on va appliquer parmi les 60... C'est là aussi on va laisser passer l'intuition. Voilà, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va ressentir de la personne... Mais je veux dire, c'est pas vous qui inventez un soin comme ça, tiens, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Ah non, non, c'est un soin qu'on a appris et expérimenté. Ensuite, après, il y a plein d'informations qui arrivent pendant le soin, donc on les écoute. On apprend à les écouter. Aussi. Au départ, on se dit, est-ce que c'est notre mental, Mais... on n'est pas seul à soigner, on n'est pas du tout seul à soigner, c'est pas nous avec la personne, c'est beaucoup de personnes autour, si je peux m'exprimer comme ça. Et, vous le dites ça, qu'effectivement, il y a du monde autour de nous. Ils sont là pour, voilà, on fait les demandes et ensuite ils agissent et ensuite on remercie. Alors en tout début de soin, avant les soins de base, bien sûr, on se connecte, cette connexion, cet ancrage, on se connecte, on se relie pour que les informations puissent passer à travers nous. Et ensuite, comme sur cette photo, il y a une pratique... Voilà, là j'étais pendant le soin. Avec, comme on dit, apposition des mains. Alors, dans ces soins,
Alors, je termine juste parce que c'est super important. Oui. Au niveau, quand on fait le soin, on termine toujours par ce que j'appelle une prière de gratitude, hein, sans connotation religieuse. Prière de gratitude dans le sens où on a cette conscience que pendant tout le soin, ils agissent à travers nous. Les êtres de lumière, les guides, après on leur... Voilà. Et si, pour moi, s'il n'y a pas cette prière de gratitude, il y a un souci par rapport au fait qu'on a l'impression que c'est nous qui avons fait le soin. Or, ça passe à travers nous. Donc, parfois en formation, j'ai des élèves, ils ont terminé le protocole, ils font l'ancrage final, et puis ils sont contents, et je lui dis, mais tu n'as pas oublié quelque chose? Et là, ah oui, 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 le remerciement, en fait, cette gratitude, elle fait partie de... C'est comme qu'on pourrait faire quelque chose avec la loi d'attraction, et puis il y a la chose qui arrive, et puis on est content. Je ne sais pas si c'est la loi d'attraction qui a marché ou pas, mais on est content, mais on a tendance à oublier que peut-être on a quelque chose à remercier, ne serait-ce que nous, peut-être. Moi, tous les jours, je fais ma prière. Enfin, je ne fais pas ma prière de gratitude, je remercie tous les soirs avant de me coucher pour la journée que je viens de passer. Je remercie tous ceux qui sont intervenus, même si je n'ai pas leur nom précis. Je sais qu'on est accompagné. Après, ça, c'est ma foi à moi, ça, c'est mon... Voilà. On pourra en reparler après, si possible. Après les perceptions subtiles, vous vouliez me parler des perceptions subtiles, parce que dans vos formations, vous apprenez à capter le subtil. Alors, je ne peux pas dire qu'on apprend à capter. En fait, comment expliquer ça? Il y a des personnes qui sont tombées dedans quand ils étaient petits, comme Obélix. Ils sont tout petits, ils ont des dons, ils voient les auras, ils ont des dons très très flagrants. Et puis il y a d'autres personnes comme moi qui ont débuté une formation sans avoir eu de connaissance des soins énergétiques avant. J'avais une vague notion, mais je n'avais pas conscience en fait des capacités qui se sont développées à fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est différent pour chacun. Il n'y a pas une seule méthode qui va convenir à tout le monde pour permettre cet accueil d'informations qui peut nous arriver de plein de façons différentes. Oui, on dit qu'il y en a qui voient, il y en a qui entendent, il y en a qui ressentent, il y en a qui voient l'aura, d'autres qui ne la voient pas, mais d'autres qui vont sentir l'aura beaucoup plus avec les mains. Voilà, alors il y a avec les mains, avec la vue. Donc ça s'apprend dans le sens où, à fur et à mesure de s'entraîner, on va développer nos perceptions sensorielles, subtiles, puisque repérer l'aura éthérique, c'est vraiment extrêmement subtil. Ça ne s'arrête pas d'un coup. C'est une densité qui va être un peu plus forte et qui va nous faire comprendre que voilà, on est sur l'éthérique. Mais moi qui suis très mentale, qui avait besoin en fait d'être rassurée. C'est-à-dire j'avais une amie, elle passait sa main au-dessus d'un chakra et hop, ça l'a piqué. Moi j'avais envie de ressentir comme elle parce que ça m'aurait vachement rassurée. Je me serais dit bon bah là c'est bon, ok, j'ai une information hyper précise qui me dit ok tel organe, tel chakra. Bon, sauf qu'on fonctionne tous différemment, ça j'ai fini par le comprendre, et qu'on a plein de canaux d'information. Et que si on choisit ce canal-là, c'est-à-dire vouloir à tout prix voir une aura, bah, si ce n'est pas notre canal d'information préféré, ça va être compliqué. Et en lâchant le mental, c'est là que j'ai eu à peu près une dizaine de canaux différents. Ça peut être entendre, ça peut être ressentir, ça peut être un appel, il y a un organe qui m'appelle, je ne peux pas le dire autrement, ou un chakra qui m'appelle, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, ou une conviction intérieure, une conviction qui va me dire non mais là il faut que j'aille à tel endroit, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille. Et après, avec la personne, je comprends pourquoi j'y suis allée. Parce que c'est elle qui va me donner la réponse. Une confirmation. Si je vais sur le pancréas, et puis qu'après elle me dit « Ah bah oui, je suis diabétique, mais ça fait des années, je ne vous en ai pas parlé. » Ok. Et c'est cette accumulation, comment dire, de confirmation de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent, qui va faire qu'on va lâcher prise. C'est-à-dire que maintenant, quand je commence un soin, écran blanc. Je sais de toute manière que je vais recevoir les bonnes informations dont la personne a besoin au moment où je fais le soin, par le canal qu'ils auront choisi. Mais vous Donc, avez je n'ai plus aucun doute. Mais par contre, j'ai mis des années avant de comprendre mon fonctionnement, en fait. Oui. Je voulais fonctionner comme les autres, sauf que moi, voilà, on est tous différents. Donc, comme j'étais beaucoup dans le mental, parce que quand je dis « ils », c'est mes amis d'en haut, ils ont choisi cette technique-là pour dire on va t'obliger à lâcher le mental, puisque de toute manière, tu ne sauras pas comment l'information va arriver. Alors, quand elle arrive, vous l'entendez, c'est comme comment Eh bien, justement, c'est différent. Ça peut être un mot. Alors, il y a plein de trucs rigolos. Mais ça peut être un mot. Ça peut être, comme je dis, une conviction, une envie, une pulsion de se dire il faut que j'aille là. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille. Lorsqu'on fait la palpation aussi, on a des informations. C'est comme si on était guidé.
Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que je leur donne les rênes et ils me guident là où, où la personne a besoin d'être aidée. D'accord. Une fois, une petite anecdote, je fais un soin et à la fin du soin, je vois la dame que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vue, je ne connaissais pas sa vie, avec plein de petits poissons. Parce qu'à la fin du soin, moi, je demande s'il y a un message. C'est la femme qui est métamorphosée là? Non, non. C'est autre chose, d'accord, allons-y alors. En fait, à la fin du soin, je demande si les guides, les personnes qui ont participé au soin, ont un message que je pourrais transmettre à la personne. Et là, ça peut être une vision, une scène qui arrive, ou un mot, peu importe. Et là, je demande un message et je vois la dame avec plein de petits poissons de couleur autour d'elle. Je me suis dit, bon, super comme message. Ouais. J'osais presque ne pas lui... Au début, je me suis dit, je ne vais pas lui en parler, ça va être trop loufoque, elle va se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, j'ai l'entretien post-soin, c'était un soin à distance. Et puis à la fin, quand même, je ne sais pas pourquoi, ça vient, et je dis, à la fin, je vous ai vu, bon, il y avait plein de petits poissons autour de vous. Et elle me dit, ah mais oui, avec mon mari, on fait énormément de plongée sous-marine. Et là, je me suis dit, en fait, c'est un petit clin d'œil de là-haut. C'était pour moi, en fait, cette information. Pour vous sécuriser, vous rassurer sur vos... Et en me disant, en fait, toutes les infos qui te viennent, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Peut-être pas pour le soin, enfin les infos du soin, je les ai reçues pendant le soin, mais pour moi, je vois ça comme des petits clins d'œil qui vont me dire, tu vois, c'était pas n'importe quoi. Pour lâcher le mental, pour se dire, en fait, ce qui arrive, même si ça paraît loufoque, ça a un sens. Et plus c'est comme ça, et plus on peut lâcher le mental. Merci pour ce message, parce qu'on entend souvent des thérapeutes qui doutent peut-être. On a des doutes. Et qui vous regardent et qui se disent « Oh là là, mais Laurence, elle a l'air géniale, Laurence, Et puis moi, comme vous, il y a quelques années. Mais moi, c'était ça. Je me disais « Oh là là, ils y arrivent vachement bien. » Et en fait, les doutes, on les a, et j'ai presque envie de dire c'est mieux que de ne pas en avoir et d'être sûr de soi et de dire c'est moi qui ai fait, ou moi je sais faire, bouge pas, allonge-toi, je te fais le truc. C'est le risque de tomber justement dans ce fameux orgueil ou voilà, c'est ça dont vous me parliez, de l'attitude du thérapeute qui était pour vous importante. Alors oui, c'est essentiel. C'est-à-dire, quel est pour vous, tous les thérapeutes qui nous regardent aujourd'hui, on vous remercie, quel message vous pouvez leur dire par rapport à votre conviction et vos formations? Alors, en fait, là, un point où insistent beaucoup Daniel et Marie-Joanne, c'est ce qu'ils appellent l'attitude du thérapeute ou la posture du thérapeute. C'est-à-dire se mettre au service de cette onde de guérison, au service de cette énergie de vie, de ce prana, voilà, tout ce qu'on utilise pendant le soin, de se mettre au service. C'est-à-dire que c'est une attitude d'humilité, une attitude d'amour. On va être dans l'intention d'aider l'autre. On va demander à ce que soit les bonnes informations arrivent pendant le soin, soit qu'ils agissent à travers nous, là où la personne en a besoin. Donc c'est cette attitude d'humilité, cette posture du thérapeute qui est vraiment essentielle. C'est comme le socle, en fait. Avec le triangle que vous nous disiez tout à l'heure. Dont je parlais au début, et c'est pour moi la base des soins esséniens. On n'est pas seul à agir, on fait à la longueur de notre bras et on fait au mieux pour la personne. Le reste ne nous appartient pas. Si la personne... Alors, je repense à autre chose. Une fois, un monsieur que j'avais vu il y a à peu près 4-5 ans. On se croise 2-3 fois dans Annecy. Bon, très bien, on se dit bonjour, comment tu vas? Très bien, au revoir. Enfin, bonjour, au revoir. C'est pas aussi rapide que... Et puis, une 3e fois, on se voit, on se dit bonjour, il revient me voir et... Ça me fait rire. Et il me dit, regarde mes mains. Il monte ses mains. Moi, je regarde les mains, je dis, ouais, elles sont belles tes mains. Enfin, je ne savais pas pourquoi il me faisait. Et il me rebranche parce que moi, j'oublie des soins. Enfin, je ne les garde pas tous en mémoire. Et il me dit, mais tu te rappelles pas, quand je suis venue, j'avais de l'eczéma plein les mains. Ça faisait des années que j'avais de l'eczéma. Et il me dit, le lendemain du soin, ça a commencé à aller mieux. Et l'eczéma est parti et n'est jamais revenu. Et le premier truc que je lui ai dit, c'est je suis super contente pour toi. À aucun moment, je me suis dit, je lui ai guéri son eczéma. Venez, tous ceux qui ont des eczémas, je vais vous... C'est ça, c'est cette attitude-là. Limite, je remerciais ceux qui avaient agi pendant le soin. Enfin, ceux. Voilà, on se comprend. Je sais pas trop comment dire les mots. Vous avez fait le job à un tiers quand même. Mais je ne dis pas qu'on ne sert à rien. C'est pas tout ça que je dis. Sinon, ce serait peut-être pas fait. On accueille, on transmet. Et ensuite... Si je m'étais dit, alors je suis contente pour lui, mais si je m'étais dit, oh super, ça veut dire que je ne tiens pas compte de la personne. C'est-à-dire que c'était sans doute le moment pour lui,
au moment où il est venu, de se libérer de ça. Alors, sans doute qu'un des soins, que ce soit forme pensée, cristallisation mentale, je ne sais plus quel soin j'ai fait, a certainement, ou mémoire cellulaire, peu importe, a certainement débloqué, a été le petit catalyseur qui a permis à ce que lui-même règle sa problématique par rapport à son eczéma, puisque c'est l'expression de quelque chose, l'eczéma. Donc si on s'attribue la guérison, je vous vois après parce que moi ça me gratouille le coude depuis 2 jours. Je prends une séance. Et c'est pas sûr que ça marche, parce que justement, ça a marché pour lui parce que c'était le bon moment pour lui. Il avait fait tout le travail en amont, il est venu me voir peut-être même pour autre chose, j'ai plus en mémoire le... Et c'était le bon moment pour lui. Et justement, c'est pas parce que ça a marché pour lui que ça va marcher pour tout le monde. Non plus. Il faut respecter le temps de réparation de la maladie, ou quelle qu'elle soit. Voilà, si ça peut donner un petit exemple de soin essénien, et là, justement, de ne pas tomber dans le côté « j'ai guéri l'autre ». J'ai bien compris. Parce que c'est ça le danger, c'est de prendre pour soi. Je suis super contente pour lui. Je suis contente de ne pas avoir servi à rien, mais ma part dans la guérison, elle est... Oui. Voilà. Un tiers. Je ne sais pas si je m'exprimais. Non, on a bien compris. D'ailleurs, ce qui me vient, c'est qu'on ne rentre pas dans le détail. On a d'autres choses pratiques et techniques à voir ensemble. Vous faites des soins aussi à distance dans les soins égyptologiques. Juste pour savoir, parce que quelqu'un qui vous voit aujourd'hui et qui aimerait voir avec vous quelque chose, une problématique... Pratique à distance, comme beaucoup de soins énergétiques. Est-ce que vous êtes à Annecy oui, je suis située à Annecy, mais c'est vrai que je fais des soins à distance. Voilà. D'ailleurs, les formations, c'est Annecy, Savoie, Haute-Savoie, Haute-Savoie, Alpes-de-Provence. Alpes-de-Provence. Ça, par contre, il faut se déplacer pour les formations. On ne les fait pas encore. La pratique est importante dans les soins esséniens. La pratique est importante. La pratique, l'échange, tout ce qui s'y passe. Avant d'arriver au nadi, au chakra, tout ça, tout ce qu'on aime bien, ici dans Expert en thérapie, vous m'avez dit prana. Oui. Est-ce que pour la personne qui l'a déjà entendu une fois ou deux, mais qui ne voit pas très bien ce que c'est, expliquer qu'est-ce que c'est le prana? C'est l'énergie de vie. L'énergie de vie qui est en toute chose. Quand nos cheveux poussent, il y a cette énergie de vie dans les plantes, dans la nature, tout ce cycle de vie. Le prana, c'est vraiment l'énergie de vie qui est en tout. Donc c'est une énergie qui va circuler au mieux dans le corps. Alors, on ne vous expliquera pas ici, aujourd'hui, mais dans les soins égypto-esséniens, on apprend à voir le prana dans l'air. Et oui, voilà, j'allais le dire, mais c'est aussi un moyen de prendre conscience quand on voit toutes ces petites particules, je ne sais pas si on peut appeler ça particules, mais ces petites étoiles qui brillent, c'est l'énergie de vie qu'on peut percevoir, qui est en toute chose. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Et j'ai une petite anecdote personnelle. Oui. Une fois, je montre ça à ma fille. Ouais. Et elle le voit très bien. Mais elle avait un peu oublié que ça existait. Mais elle me fait, mais papa, tu sais, quand j'étais petite, moi, je croyais que c'est normal d'avoir tout ça autour de moi. Oui, Comme quoi, on se coupe, adulte, de notre contact avec autre chose que la matière dure. Exactement. Et ce que je n'ai pas dit sur les soins esséniens, et qui pourtant était, c'est vraiment le côté sacré de ces soins. Sacré, pas dans le sens, dans le sens, le côté sacré de la vie. C'est cette connexion au sacré qui fait partie intégrante aussi des soins esséniens. C'est voilà. Important de le dire parce que ce sont des soins sacrés à mes yeux. On le sent bien. On le sent bien dans votre discours que il y a énormément d'humilité, il y a énormément d'engagement, il y a énormément de respect de la personne. On le sent, donc on sent bien ce côté sacré qui. Mais disons que maintenant, ça fait partie de moi. Mais quand j'ai commencé la formation avec Daniel et Marie, Joanne, c'était pas si évident que ça du tout, parce que j'avais une tendance à mélanger un peu la religion et le sacré, le spirituel, tout ça, c'était un peu fouillé dans ma tête. Non, là on est sacré. Et maintenant, le sacré fait partie de ma vie. Les termes sacrés et spirituels ici, et notamment dans Expert en thérapie, on est dans quelque chose, on a bien compris. Voilà. Le divin, ça fait partie du côté divin de la vie. C'est pas de l'ordre de la religion, que ce soit clair, parce que des fois c'est vrai que le mot spirituel peut être. Moi je faisais l'amalgame, donc c'est pour ça que je comprends que ça puisse. Disons, la spiritualité est un peu une forme de philosophie générale, et le sacré, c'est le respect qu'on pourra avoir pour un animal, une plante, un être humain, et un soin, parce qu'on dit qu'on fait un soin, c'est un moment sacré aussi. C'est extrêmement sacré, et on a des techniques, par exemple, d'extraction éthérique. Un extrait pas l'organe, parce que moi chirurgie, c'est pas mon truc. Extraction éthérique, et là il y a la notion de sacré, parce que la personne, là il n'y a pas forcément la geste d'extraction, mais on va extraire
l'éthérique de l'organe. L'énergie de l'organe. On va faire sortir l'énergie de l'organe. C'est tout organe, même voilà, autour, il y a tous ces corps subtils, dont le corps éthérique. Donc, on va sortir, oui, le côté énergétique de l'organe, mais qui peut aussi porter des scories, qu'on va nettoyer, qu'on va lisser. Il y a énormément de sacré là-dedans, parce que on agit sur l'éthérique de la personne. Donc, il faut qu'à la fois la personne ait une confiance. Et c'est pour ça que ces soins pour aider les personnes à lâcher les barrières, c'est cette douceur qui va être très importante. Et c'est vraiment, on a l'impression de tenir dans nos mains vraiment quelque chose de très intime de la personne. Donc c'est prendre soin de l'autre. Voilà, tout ça, ce sont des termes harmonisation et tout ça, ce sont des termes qui font partie des soins esséniens. Voilà. Vous pouvez oui. Enfin, je sais me pas. parler de ce témoignage dont on voulait parler avant de continuer à nos explications des nadis, des chakras, on va y arriver, de cette femme métamorphosée. Oui, alors c'était dans mes débuts, donc au début où je faisais les soins esséniens, il y a une dame qui arrive, qui avait été envoyée par sa fille, qui lui avait dit « Maman, il faut que tu te fasses aider, là ça va plus », et qui était très très dure. Mais vraiment, on voyait, même au moment de l'entretien, c'était oui, mais ça je sais, oui, non, mais ça d'accord, oui, en gros, allez, faites-moi votre soin. Donc je me suis dit, bon, on respecte tout ça. Et puis pendant le soin, je faisais le soin avec mon cœur. J'avais très très peu d'infos, voire pas. C'est-à-dire que la seule info que j'avais, c'était il y avait comme une carapace autour d'elle. Il y avait vraiment sur la défensive. Je lâcherai rien. C'est ça que je ressentais. Ah oui. C'était pas une info sur tel organe a besoin. C'était vraiment compliqué. Donc j'ai fait le soin. Voilà, avec mon cœur au mieux. J'ai demandé beaucoup d'amour pour cette dame parce qu'elle avait vécu un drame et c'est ce drame-là qui l'avait complètement verrouillée. Et elle m'a expliqué après, elle voulait être forte pour ses enfants, elle voulait rien montrer, la vie continue, mais voilà, donc elle s'est blindée par rapport à sa propre souffrance qui est restée enfermée dans sa carapace. Bon. Donc c'est ce que je ressentais pendant le soin, c'était compliqué d'avoir accès. C'était plus ou moins inconscient chez elle. Hein. Et puis le soin était quasiment terminé, mais ça faisait quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et là, j'ai eu plein d'infos qui me sont arrivées pendant le soin. C'est-à-dire que là, je ne savais plus où donner de la tête. Elle a lâché, à un moment, elle a lâché les barrières. Elle a lâché toutes les craintes qu'elle pouvait avoir. C'est vraiment une digue qui lâche. Et là, donc j'ai continué le soin. J'ai fait tout ce que se fait comme information. À la fin du soin, donc on fait un petit débriefing, la personne reste allongée. Et là, elle se met à pleurer, à vider les vannes. Et là, elle m'explique, elle me dit, mais en fait, elle avait tout gardé, tout. C'était trop dur, en fait, elle avait vraiment un drame. Hein. C'était trop dur. Si elle ouvrait les vannes, c'était comme dans un barrage où tout sortait. Donc, et puis vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du statut qu'elle avait un statut de responsable. Et voilà. Donc, et la chair de poule, rien que d'y repenser, parce que je revois le. Et donc, on a beaucoup discuté, elle a lâché. Elle est partie avec un sourire. Franchement, son visage n'avait rien à voir avec le visage qu'elle avait en arrivant. Et elle est partie avec un sourire radieux. Et sa fille m'appelle le lendemain. Ça m'a marqué. Elle me dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Elle n'arrête pas de dire du bien de vous. Je ne l'ai jamais entendu dire du bien de quiconque. Donc, même la fille était sidérée de voir que sa mère avait été métamorphosée complètement. C'était quelqu'un de très dur. Ça allait jamais, tous les gens, et ça allait pas. Et voilà. Donc je retiens cette phrase parce que ça m'a fait. Donc on peut se dire ça va être compliqué, et en fait c'est là qu'il y a le plus beau joyau qui se produit pendant le soin. Et est-ce que dans le cas de cette personne et dans d'autres en général, l'effet perdure? Parce que parfois, on est content, on est en soin, on est bien, ça m'a fait du bien, jour de jour, et puis après, ça revient. Est-ce que là, dans ce cas-là, et d'autres, est-ce qu'on a cet effet qui perdure? Alors moi, dans ma manière de penser, toutes les prises de conscience qu'on fait, on ne peut pas revenir en arrière. Autant la mémoire, on sait quelque chose, on l'oublie. Une prise de conscience, c'est comme une marche qu'on franchit. Il y a très très peu de raisons de retourner en arrière comme si en disant non, en fait j'ai pas eu conscience de ça. Donc forcément il y a une ouverture. Après que la personne se referme un petit peu, voilà, après ça ne nous appartient pas.
En fait, à ce moment-là, c'est là où on peut revenir en disant on a fait notre travail. Déjà, oui, ça peut pas. Vous avez raison de dire. Et puis tout le monde est différent. Donc un cas dans une personne va être différent de l'autre. Moi, voilà, bon, je pars de redonner plein d'anecdotes, mais j'ai l'exemple d'un monsieur qui était, quand je dis parti de loin, hein, c'est pas méchant, hein, c'est parce que moi aussi je suis partie de loin. Une métamorphose, son 7e, son chakra coronal s'est ouvert de manière dingue alors qu'il n'était absolument pas spirituel quand on s'est vu. Sauf que c'était sous-jacent, c'est-à-dire que en moi, il a rencontré une personne qui lui a permis ou autorisé d'aborder un sujet. Il était homme d'affaires, il était très dans le concret, voilà. Et il l'avait au fond de lui. Moi, il me remercie encore. Moi, je lui dis, mais moi, j'ai rien fait. J'ai juste peut-être tourné un petit bouton. Mais avec moi, il s'est senti, le fait que je lui tienne ce discours-là, ça lui a fait. Et là, mais alors l'avancée spirituelle, je crois que c'est pareil. Ça a été. Forcément, dans une donc société. Chacun avance à son rythme. Et oui. Et si on a un entourage très matérialiste. Ou une éducation. Ou l'éducation, etc., bah, effectivement, on a moins tendance peut-être à s'ouvrir à certaines pratiques ou à certains concepts. Mais bon, là, au fond de soi. Moi, je sais que je m'étais coupée de ma spiritualité. J'ai très bien conscience que quand j'étais petite, je m'appliquais à écrire parce que je savais que là-haut, il y en avait qui regardaient comment j'avais cette conscience que j'étais pas seule. Mais sauf que, voilà, il a fallu me réouvrir ma porte. Ouais, comme beaucoup, maintenant qu'elle est ouverte, elle ne se referme plus. Et tant mieux pour nous et pour vos futurs élèves. Alors, on avait mis ce petit plan pour là, parce que c'est vrai que vous nous avez parlé de corps, les corps subtils. Vous pouvez, avant de passer au nadi, au chakra, revoir un petit peu ça. Alors, ça, c'est le schéma qui correspond aux différents corps subtils. Le seul corps pas subtil, enfin on va dire, il y a le corps physique. Et le corps éthérique, on voit, alors les petites flèches, hein, le corps éthérique, il va suivre le corps physique très très proche du corps. Il est à l'extérieur, c'est le seul corps subtil qui est à l'extérieur du corps. Et on voit qu'il suit bien le schéma du corps. Il sert à quoi ? Il sert à quoi ? Il y a tout le dans le prana qui circule, ils ont tous un rôle. Après, par exemple, les formes pensées vont aller au niveau du mental s'incruster. Le corps éthérique, il va le corps éthérique, et ensuite l'aura éthérique, ça va être plutôt le côté physique, la forme physique, le côté énergie du corps. Quand on pose les gens, on voit tout de suite si l'énergie circule. Quand on pose les mains sur les gens, on voit tout de suite si l'énergie va circuler facilement, ou au contraire, un peu compliqué. Quelqu'un de très fatigué, ça va se ressentir dans son corps éthérique. Dans l'aura éthérique, dans le corps éthérique aussi. Donc, le corps éthérique qui est donc, les distances, on les verra pas. Donc là, et l'extérieur, le long du corps. Ensuite, il y a le corps astral et corps émotionnel, hein, qui lui va être un peu plus schématisé. Il ne va pas aller jusqu'au bout des doigts, il va être un petit peu plus réduit, etc. Ensuite, il y a le corps mental qui, lui, il n'y a carrément plus à partir des genoux. Et puis le corps causal qui va être en fait au niveau du chakra cardiaque, là où il y a l'atome germe, où il y a la cellule primordiale. Donc là, on voit... L'atome germe, alors pour quand même juste... Alors là, il faudrait 1 heure pour l'atome germe, mais c'est un lien aussi avec ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Voilà, alors et puis notre âme, notre cheminement, le cheminement de notre âme, et tout va être logé à cet endroit-là, ce qu'on appelle aussi la cellule primordiale. Cet endroit, l'atome germe qui est dit, les chirurgiens se sont rendus compte qu'il ne fallait surtout pas toucher un endroit précis au niveau du cœur, parce que si jamais, avec le bistouri, ils touchaient, ils ne savent pas pourquoi, la plupart, mais ils ont appris à ne jamais toucher cet endroit, qui est un endroit très précis au niveau gauche du cœur. Les chirurgiens cardiaques le connaissent bien. Ils connaissent cet endroit, ils savent juste, peut-être qu'il y en a qui se sont intéressés au sujet, mais c'est un endroit où on touche, c'est fini pour la personne. Voilà, donc c'est quand même particulier. Oui. Parce que à 1 cm, non, et là, oui, donc il se passe bien quelque chose. C'est l'attachement, en fait, le lien qui va relier l'âme au corps. Donc ça, c'est dans les différents corps. Et après, au niveau des auras, parce que souvent on confond aura éthérique, corps éthérique. Voilà. Donc ça, c'est les corps. Mais après, il faut passer au schéma de l'aura. D'accord, je ne sais même pas si je l'ai, le schéma de normalement l'aura. Oui. Expliquez-nous, on va le mettre juste après. En fait, l'explication, c'est que l'aura, ça va être l'expression énergétique du corps, qui va être inversement proportionnelle à la taille du corps. C'est-à-dire que le corps causal, son aura va aller au-delà de 3 mètres.
alors j'aime bien commencer par l'extérieur, c'est-à-dire que le corps physique va être, on va dire, l'aura va être à peu près entre 10-12 cm du corps. Ensuite, l'aura émotionnelle va être à peu près à 1 mètre. Et ensuite, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est inversement proportionnel à la taille du corps, à l'intérieur du corps, enfin à l'intérieur, tout autour. Ouais. Donc l'aura, c'est l'émanation de l'énergie de chaque corps et elles sont déterminées aussi par leur densité. L'aura éthérique est beaucoup plus dense que l'aura émotionnelle, que l'aura mentale et que l'aura Quel causale. rapport entre soins et ces auras? Comme je disais tout à l'heure, l'aura, c'est l'expression du corps subtil. Les maladies prennent racine d'abord dans les corps subtils et ensuite dans le corps physique. C'est-à-dire qu'on a des soins comme forme pensée, par exemple, ou des cristallisations mentales. Il y a la qui liste, vont, si vous voulez. non, mais c'est le mot qui ne vient pas, mais le soin est là. Par exemple, les formes pensées vont, si elles ne sont pas comprises, analysées, enlevées, vont après s'incruster dans le corps. Donc dans le soin, par exemple, forme pensée, on va pouvoir travailler au niveau des formes pensées dans le corps subtil avant que ça, comme les déprogrammer. Avant que la maladie Avant d'avoir un mot l'exprime. physique, avant qu'on ait un mot physique, vous allez le sentir qu'il y a quelque chose qui est en... Oui, les formes pensées... Comme on couvre une maladie. C'est comme on dit, on couvre, tiens, tu couvres elles un prennent truc. racine, et si elles ne sont pas soit comprises, soit travaillées, voilà, exactement, ben, elles vont aller s'exprimer d'une autre manière à travers le corps. Donc on a des soins comme des cristallisations mentales, formes pensées, qui vont pouvoir agir en amont. Forme pensée, c'est... Vous pouvez nous dire, parce que vous le dites depuis plusieurs fois, on peut peut-être expliquer ce que c'est une forme pensée? C'est une pensée énergétique, on va dire, sous forme énergétique, qui va être... Alors il y a des formes pensées positives, des formes pensées négatives. Mais par exemple, la forme pensée de colère, quelqu'un qui est souvent en colère, va aller alimenter la forme pensée de colère de la personne d'à côté. Ah bon? Ça va créer un égrégore, c'est-à-dire que ça va renforcer l'égrégore quand on dit qu'on est un peu responsable de la guerre qui se passe au bout du monde, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans des formes pensées négatives va aller alimenter les formes pensées du même style des autres personnes qui vont ensuite créer un genre de masse énergétique qu'on appelle égrégore. S'il y a un mec qui est super fun et nous deux on est très énervés, au bout d'un moment on va le mettre avec un peu dans le truc... ou alors lui il va nous tirer vers son égrégore de fun. Ça peut être dans ce sens-là. Et moi l'exemple que je donne parfois c'est quand on rentre dans une pièce, il y a deux personnes. Elles sont en train de travailler, elles sont chacune devant leur ordinateur, très bien. Bon, si on écoute un petit peu nos perceptions, on peut très bien savoir si 2 minutes avant elles avaient eu une crise de fou rire, ou si 2 minutes avant, elles s'étaient engueulées. Parce que, pardon, j'ai fait un gros mot, qu'elles s'étaient fâchées. Parce que c'est dans l'air, ça se ressent. Quand on rentre dans une pièce, ben, on peut s'y trouver très bien comme on peut s'y trouver pas bien, en fonction de notre taux vibratoire, en fonction de comment on est. Donc quelqu'un qui est très zen, il va avoir en face de lui quelqu'un qui est en colère, il va pas y avoir... il peut y avoir un échange et un renforcement si la personne a elle aussi une forme pensée de colère en elle. Ça va aller s'alimenter. Oui, ça va se connecter. S'il est très très positif, il n'y aura pas de lien, quoi. Et donc, ça ne va pas s'auto-nourrir. S'il n'y a pas le canal entre les deux de la négativité, la négativité de l'un ne pourra pas passer à l'autre. En tout cas, c'est ma vision. Mais je comprends. Je comprends. Voilà. Très bien. Je voulais qu'on ait une petite explication sur ces fameux nadis. Alors, s'il vous plaît. Donc, les nadis, en fait, tous les points qui sont là, ça vient du livre. Ça se tourne les chakras, grands points, voilà, les chakras. Sous-chakras, alors, les points ronds, blancs, ce sont les chakras. Chakras racines, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'en haut. Ça, c'est les roues énergétiques, les chakras. Les points noirs, ça va être les sous-chakras. C'est-à-dire, les nadis, ça va être le circuit énergétique. On a les nadis des bras, on a les nadis des jambes, on a les 2 nadis croisés. Et à travers ces nadis va passer l'énergie, va circuler l'énergie dans le corps. Qui relie les chakras les uns et les autres, et certains organes entre eux aussi. Alors chaque chakra a sa zone d'organes, on va dire, où chaque organe est relié Par exemple, le chakra cœur, il est facile. Fastoche. Chakra laryngé aussi. Donc nous, en fait, tous les points qui sont là, c'est tous les points qu'on utilise dans les soins esséniens.
Donc on va être amené à pouvoir agir sur les points des émotions, le sous-chakra des poignets, l'intérieur du bras. Voilà, c'est en fait tous ces points-là, on les utilise. Et c'est tout. Dans le sens où c'est pas les méridiens avec les tout petits, c'est pas de la médecine chinoise. Déjà, ça. Il y a déjà un paquet de points, surtout que c'est des combinaisons. Chaque protocole, même si souvent vous l'aimez pas trop, mais c'est un peu l'idée. Chaque protocole de soins égypto-esséniens va utiliser des passes différentes, va aller chercher ces fameux points. Relier ou lancer l'énergie entre les points. Voilà, donc à chaque fois, alors, pas que, c'est-à-dire qu'on va pouvoir. Par exemple, dans la serpentine, relancer ou en tout cas aider l'énergie à circuler le mieux possible entre deux points. Par contre, on peut être amené à masser en sens horaire ou en sens anti-horaire certains points. Donc là, on ne va pas forcément... en sens anti-horaire, on va dire, ça va être pour dégoupiller, c'est peut-être pas le bon mot. Déverrouiller oui, voilà. Déverrouiller ou déprogrammer. Voilà. Et puis en sens horaire, ça va être plus pour dynamiser. Voilà. Parce qu'il y a des blocages émotionnels, il y a des points qui vont être douloureux chez certains et qui ne vont pas l'être chez d'autres. Parce qu'il y aura des blocages ou pas. Donc voilà, on agit au niveau des sous-chakras, des nadis et des sous-chakras et des chakras. Et donc, apposition des mains en fonction du protocole qu'on avance et en fonction des points qui sont des combinaisons de points. Oui. Et en plus, des fois, c'est pas juste apposition des mains, des fois, c'est la transmission d'énergie, des trucs circulaires, comme vous l'avez dit. Oui, alors en fait, on est soit dans la position des mains, c'est-à-dire que la personne va sentir nos mains sur son corps, soit on va agir au niveau, justement, de l'aura éthérique, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher la personne. On va avoir des informations par rapport à Donc moi, je préviens toujours les gens, je leur dis, vous étonnez pas, si vous ne sentez pas mes mains, j'agis quand même. Ne vous relevez pas en disant, alors elle est partie. Non. Donc on travaille au niveau des différentes auras. On peut être amené aussi à travailler selon les soins dans l'aura émotionnelle, l'aura mentale, rarement l'aura causale, mais voilà. Donc il peut y avoir la position des mains et il peut y avoir et puis ça c'est l'harmonisation du chakra. Voilà, il y a plein de techniques. Hein, je ne vais pas toutes les expliquer là. Bien sûr, d'où l'importance d'étudier ça. Et une formation dure combien de temps ? 3 ans et demi. On va y revenir plus en détail tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. La serpentine, vous nous avez parlé de serpentine. Oui. Alors ça sert à quoi ? La serpentine, en fait, ça fait partie des 3 soins de base, les soins qu'on fait à toutes les personnes. C'est-à-dire que les personnes arrivent, on fait les 3 soins de base. Ça va permettre à la personne de se poser, de se détendre, comme la personne dont je parlais tout à l'heure. Bon, les 3 soins de base, ça ne lui avait pas suffi, mais ça permet à la personne d'être assurée, de voir qu'on prend soin d'elle. Par exemple, au niveau de l'intimité, il y a toujours une couverture. On ne découvre que l'endroit sur lequel on travaille. Donc, on respecte beaucoup l'intimité de la personne. Ça me fait penser, en voyant la photo, ça c'est un dos, ça va, oui. On travaille avec les huiles. Oui. Les huiles sacrées, madame. Bien sûr. Ah oui, quand même. C'est très bien d'en parler. Oui, bien sûr. On a une personne qui s'appelle Pascal Lecoutre qui nous fournit, qui canalise, qui reçoit aussi des messages pour créer des huiles. Il y a d'autres personnes, mais et ça, on utilise les huiles ponctuellement au niveau des sous-chakras. En fait, ça va renforcer le soin. Et chaque soin a son huile. Alors non, ou pas. Non. On a le soin forme pensée par exemple, on va dire que je parle que de lui, mais à l'huile qui s'appelle forme pensée. Mais ensuite il y a l'huile vitalité par exemple qu'on va pouvoir utiliser dans plein de cas de figure. L'huile de lumière que j'adore. Ça ne m'étonne pas que vous parliez de forme pensée parce que alors avant l'émission c'est est-ce que ça va bien se passer ? Et si non, et si je bafoue ? Alors là, il faudrait travailler sur les formes pensées, madame Emery. Oui. Le trac, ça va, il est un peu parti, mais non, mais j'avais quand même des formes pensées positives dans l'ensemble. Et en plus, on est mauve. J'ai touché mon micro. Oui, on est harmonisé. On est harmonisé. Alors, on avait dit qu'on ferait peut-être une expérience, en tout cas une pratique, on peut comme ça communiquer. Oui. Ce serait l'ancrage. Cet ancrage que vous faites certainement en début de soin, mais qui peut nous aider avant une émission. Alors, justement, pas en début de soin. En fait, cette connexion, en début de soin, pour le thérapeute, pour vous par exemple. En tant que thérapeute, quand on commence le soin, oui, on se connecte, on s'ancre, le temps n'existe pas, on se relie jusqu'au moment où on va sentir au fond de nous que c'est le moment de commencer le soin.
Donc là, on va être... Mais quand je parlais du petit exercice, c'est un exercice qui va permettre, alors qui ne se fait pas forcément au moment du soin, c'est ça que je veux dire. Au moment du soin, il y a l'ancrage, la connexion, ça prend quelques secondes, alors, voire minutes. Alors, ce qu'on va minutes. faire, ce serait valable pour... Alors, c'est ce que je fais pour régulièrement pourquoi tous les jours, c'est pour prendre conscience de cette reliance, de cette connexion entre la terre et le ciel, avec comme point, je touche mon micro, mais comme point central le cœur, puisque tout part du cœur. Donc, c'est pour pouvoir faire un soin en étant le mieux possible, il y a besoin de cette connexion. Si on est complètement perché ou si on est complètement dans le matériel, dans le concret, il n'y a pas cet équilibre qui nous permet d'avoir cette conscience de l'aide qu'on reçoit de la Terre, de l'aide qu'on reçoit du Soleil, on va dire, et de cette reliance entre les deux. Je ne suis pas claire? Oui, c'est une sorte de préparation. Comme un sportif se préparerait mentalement et se chaufferait, vous vous connectez puisqu'on va travailler avec la connexion. Oui, voilà, c'est ça, c'est avoir conscience que la Terre-Mère, Gaïa, est là aussi pour nous aider. Nous, elle a besoin qu'on lui envoie de l'amour. Ça peut paraître bizarre hein, de dire, mais non, c'est de notre amour, cette connexion, cet échange en fait entre notre cœur et la terre-mère et notre cœur et là-haut. Donc la terre-mère, ça a le côté un peu, pas un peu, le côté maternel. Et paternel, non, féminin et masculin, qu'est-ce que je veux dire le côté féminin au niveau de la terre et le côté masculin. Et c'est cet équilibre entre les deux, hein, entre ces différentes vibrations qui viennent de la terre ou qui viennent du ciel, c'est cet équilibre avec nous au centre, notre cœur au centre, qui va faire que on va être axé. On est là, on est ancré, on est en pleine connexion. La connexion avec là-haut, la connexion avec la terre. Vous voyez, il n'y a pas le côté spirituel, c'est bien, et puis le côté matériel. Oui, voilà. C'est un équilibre entre les deux. C'est important parce que, voilà. Et ça m'aide. En tout cas, moi je le pratique depuis plusieurs années. On va le faire ensemble. Si vous voulez qu'on le fasse, on peut le faire ou pas? Moi, même une minute pour nous montrer. Alors, et après, les gens peuvent le faire comme ça. Ou alors, je l'explique. Oui. Non? Ah bah expliquez-le. Alors, en fait, voilà, oui, parce qu'il y a peut-être d'autres trucs aussi à dire. Au niveau, alors en fait, voilà, je vais l'expliquer. On va sur l'inspire, parce que ça marche avec l'inspire et l'expire. Sur l'inspire, on va mettre notre conscience dans notre cœur. Et on va prendre une grande inspiration, où on va mobiliser en fait tout l'amour qu'on a, qu'on a dans notre cœur. Cet amour-là, sur l'expire, on va aller le donner à la terre en passant par tous nos chakras, enfin les chakras du bas. On a le chakra cardiaque, on en a 3 au-dessus, 3 en bas. On va descendre au cœur du cœur de la terre, c'est-à-dire avoir cette conscience que on est en capacité d'apporter de l'amour à la terre-mère qui en a beaucoup besoin. Sur l'inspire, on va accueillir tout cet amour, cette force, cette confiance, tout ce dont on a besoin ou tout ce dont on a envie dans notre sphère énergétique. Et sur l'expire, on va diffuser toute cette belle énergie dans notre sphère énergétique. Quand je dis sphère énergétique, c'est notre aura, c'est aussi une protection. Quand on dit protection, c'est pas se protéger des autres, c'est protéger notre aura. Cette énergie dans laquelle on est bien, dans laquelle on a envie d'évoluer, dans une énergie de paix, d'amour, de sérénité, de bienveillance. On y met tout ce qu'on a, toutes les valeurs qui sont importantes pour nous. On va aller sur l'expire le diffuser dans notre sphère énergétique. Ça, je le fais 3 fois en conscience. Et ensuite, je fais exactement la même chose en partant avec le soleil central. Donc, au niveau de la terre-mère, on va demander l'aide du côté féminin et exactement la même chose, je me remplis d'amour, sur l'expire, j'envoie au grand soleil central, après on l'appelle comme on veut, tout cet amour. Ensuite, sur l'inspire, l'expire, l'inspire, je redescends la force, la protection, tout ce qui peut nous venir d'en haut. Vous nous le faites? On prend une minute et vous nous le faites une fois en bas, une fois en haut, pour que les gens puissent le sentir avec vous. Ok, donc l'important, alors moi je ferme les yeux. On ne fait pas 3 fois en bas, 3 fois en haut, on fait juste une fois. Voilà, et les gens pourront le faire 3, 6, 9. Exactement, parce que oui. Je fais toujours les chiffres de Tesla, moi, 3, 6, 9. Donc, moi, je ferme les yeux. Hein. Ouais. Donc, voilà, on prend conscience de sa posture. Donc, on prend une grande inspiration.
Et on centre notre conscience au niveau de notre cœur. On mobilise tout l'amour qui est possible. Et toujours en conscience, sur l'expire, on va envoyer tout cet amour, le faire descendre à travers nos chakras, jusqu'au cœur du cœur du cœur du cœur du cœur de la terre-mère. On lui donne tout l'amour dont elle a besoin. Sur l'inspire, on va accueillir cette fois tout ce que la terre-mère peut nous apporter et dont on a besoin. La confiance, la sérénité, tout ce qu'on a envie de mettre dans notre aura, tout autour de nous. Et sur l'expire, on va diffuser tout ce qu'on vient de recevoir de la terre-mère, tout cet amour, on va le diffuser tout autour de nous. On peut y mettre des couleurs, on peut y mettre toutes les valeurs qui sont importantes pour nous. Donc ça, on peut le faire 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'on veut. Et on peut reprendre 2-3 respirations normales. Et là, on va faire exactement la même chose avec le soleil central. Donc on prend une grande inspiration, avec notre conscience dans notre cœur. Sur l'expire, on va envoyer tout cet amour au grand soleil central. Et ensuite, sur l'inspire, on va accueillir donc cette force, cette confiance, cette protection, tout ce dont on a besoin. On le fait revenir au niveau de notre cœur. Et sur l'expire, on va le diffuser dans notre sphère énergétique. Et on peut, cerise sur le gâteau, ajouter, et ça de manière très confiante, seul l'amour et la lumière peuvent entrer dans ma sphère énergétique. C'est-à-dire que c'est comme si on créait tout autour de nous un espace qui nous correspond. Voilà, donc protégé de tout ce qui peut venir nuire à nous. Nous impacter. Nous impacter parce que sauf quand l'amour on est, et la lumière, bien entendu. Ça on garde. Ça on garde. Et parce que quand on est dans un soin, c'est important aussi de ne pas prendre l'énergie de l'autre, de ne pas prendre sa maladie. Oui. Donc cette protection, elle nous permet d'être encore plus au service de l'autre, dans des meilleures conditions. Voilà. Donc ça joue à plein de niveaux en fait. Ça nettoie notre canal Shushumna et puis ça agit à plein de niveaux. Voilà. Donc moi, je le fais faire aux élèves et je pense qu'ils aiment bien. Merci beaucoup Laurence. On peut trouver plein d'informations sur ce que vous faites, comment vous le faites, quand vous le faites sur laurenceemery.fr. Je voulais juste, avant de se quitter, parler de vos formations, puisque vous êtes une des rares formatrices en soins égyptiens. Il y en a, hein, on les salue. Oui. Parce que c'est un... Quelques-uns des élèves de Daniel et Marie-Joanne. Et au Québec, il y en a aussi. Oui. C'est j'ai envie de dire, contribuer à la diffusion de ces méthodes. C'est une belle mission, une mission sacrée. Donc on les salue vraiment, les formateurs et les aides formateurs, les assistants, tous ceux qui contribuent à transmettre. À faire connaître ces soins, oui, à transmettre. Et oui. Donc vous faites vos formations en Haute-Savoie, en Alpes de Haute-Provence, toutes les informations bien sûr sur votre site. On voulait vous poser une question. Déjà, puisque moi, alors moi ça compte pas parce que j'ai été formé au soin égyptocénien, mais si quelqu'un a ce livre, le nouveau grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes de Daniel Meroy et Marie-Joanne Croteau, est-ce que j'ai besoin de venir vous voir? Finalement, pas forcément. Oui, non, peut-être. Je dirais oui. Et d'ailleurs, Daniel l'explique bien au début de son livre, c'est que en fait, Marie-Joanne a eu envie de faire un genre d'opus qui regroupe toutes les canalisations, tous les soins reçus par Daniel depuis des années, pour faire une base, pour vraiment un socle. Mais bien évidemment, le livre en lui-même ne peut pas suffire à se former en soins esséniens. Parce que apprendre, lire un protocole, dire alors là je fais un parapluie, là je fais ça, parapluie c'est un parapluie c'est quand on redynamise le chakra, voilà, là, c'est ça. La harmonisation. Et apprendre par cœur le protocole et ensuite poser les mains. Une formation va permettre de recevoir les soins, de les donner, d'avoir un débriefing ensuite entre chaque personne. Et là, il se passe des choses magiques. Tout au long de la formation, il va y avoir un travail, un cheminement intérieur qui va s'opérer pour se libérer de tout ce qui nous encombre, pour laisser passer la lumière le plus possible. Donc il y a des émotions, il y a des souffrances qui sortent. C'est vraiment tout un travail intérieur qui se fait à travers ces soins
qui va aboutir ou pas à ce que la personne devienne thérapeute ou pas. Le but ultime n'est pas forcément d'être thérapeute, mais par contre de découvrir des soins, de pouvoir les faire avec, sur la famille. Et surtout, c'est cet échange et cette harmonie de groupe qui se crée, qui va aussi faire partie intégrante. Oui, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr qu'il faut. Alors, ce que disait Daniel, j'aime bien, c'est le côté, vous apprenez les soins, donc la mémoire, les techniques, etc. Et ensuite, vous les oubliez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise les techniques, où on connaît le soin, quand il dit vous les oubliez, bien sûr, on les fait, mais ça nous permet de lâcher le mental pour pouvoir être le plus possible dans l'accueil des informations qui se passent, qui arrivent pendant le soin. Donc oui, une formation avec un livre, c'est pas possible. Il y a le protocole, c'est comme on conduit en voiture, il y a notre parcours, oui. Mais il faut être bien aussi ouvert à ce qui se passe pour bien l'environnement, pour avoir les informations. Attention au vélo. Et au début, quand on conduit, on va être mince, c'est la première, la deuxième, on va être dans le côté mental, l'apprentissage. Au début, c'est normal d'être dans le mental. Alors là, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Ah oui, mais là, il fallait faire ça. On apprend. Et puis après, une fois qu'on a appris, là, les portes s'ouvrent pour que les canaux d'information arrivent jusqu'à nous. Vous m'avez dit qu'il fallait préciser. Alors j'ai mis la. Il n'y a pas de prérequis. Alors pas ça, de prérequis. c'est alors il y a d'autres choses sur la. Vous pourrez parler de votre formation, mais le mieux c'est d'aller voir sur votre site. Mais surtout, n'importe qui aujourd'hui pourrait venir s'inscrire et être formé au soin. La base, c'est le cœur. C'est-à-dire que le prérequis, il n'y a pas de prérequis puisque c'est au cours de la formation qu'on va développer ces canaux. Alors je vais vous faire, on fait un jeu de rôle. Oui, mais Laurence, moi j'ai pas de magnétisme. Oui. Moi j'ai jamais vu l'aura. Enfin, voilà tous ces trucs-là qu'on entend, les doutes. Et que je pensais moi aussi au début. C'est pour ça que mon expérience va me permettre de montrer aux élèves qu'ils ont tous des capacités. Ils ont tous des capacités. Il faut enlever les doutes. Se connecter à son cœur, c'est des soins du cœur. C'est-à-dire que les qualités de cœur de la personne, pour moi, sont la base aussi des soins esséniens. C'est pas juste je fais bien le geste et je sais faire. J'ai des personnes qui m'ont dit « Oh, mais moi, j'ai déjà fait un travail sur moi. Moi, maintenant, non, ça va être facile parce que moi, je connais déjà tout ça. » Là, il n'y a plus cette notion-là. C'est aussi des formations initiatiques parce qu'on travaille sur soi. On se découvre. Voilà, c'est ça. On fait ressortir des dons parfois. Ah, oui. Donc ça, c'est important. Alors, on sait bien que dans toutes les formations, un peu dans les soins énergétiques, il se passe forcément aussi quelque chose, des retrouvailles, on en a parlé peut-être. Mais aussi, on avance beaucoup sur soi, il y a des pleurs et il y a beaucoup de rire aussi. Moi, j'ai été vraiment, je remercie Daniel et Marie encore de m'avoir supportée parce que, mais moi j'étais une hyper émotive, donc des pleurs, il y en a eu, mais alors avec des libérations derrière. Enfin, il y a eu besoin de passer par là pour qu'il y ait beaucoup de choses qui soient comprises et puis dont j'ai pu me libérer aussi grâce à ça. Or, si on fait un travail juste en lisant le livre, tout ce travail-là, qui est pour moi essentiel, c'est-à-dire nettoyer aussi, va permettre à la lumière qu'on va. D'ailleurs, Marie, elle a un geste que j'ai d'aller chercher la lumière. Et ça, ce geste, je l'ai gardé, même si je sais que on est dans l'intention et on demande la lumière est là, l'énergie, elle est là, elle est à disposition. Je fais faire ce geste parce que je le trouve trop beau. C'est comme si vraiment on allait et hop, on sort du mental. On va sort la chercher du protocole protocolaire à un moment donné, parce que à un moment donné, trop de pratique, tu la pratiques. Voilà, et là, on fait juste ça, c'est symbolique. Voilà, mais ça permet. Enfin, moi, je l'adore ce geste. Okay. Et puis, c'est aussi une danse. C'est des soins qui se font au sol, qui se pratiquent au sol. Donc, on pourrait se dire, oui, mais moi, je suis pas souple, etc. Mais en fait, ça devient une danse, ça devient fluide, et chaque thérapeute va trouver la posture qui est la meilleure pour lui. Et voilà. Il y aura plein de trucs à dire. Mais on verra ça dans formation. On remercie aussi bien sûr Daniel et Marie-Joanne. Moi j'ai une énorme gratitude envers eux, j'ai une énorme gratitude envers la vie qui m'a permis de les rencontrer. Et ils le savent, je leur dis, mais je pense que je encore leur dis souvent. Donc ça, c'est la vie vraiment qui m'a... Je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis cette conscience que tout est sacré, qu'on est aidé, qu'on n'est pas seul, que ça je ne l'avais pas quand je les ai rencontrés et je l'ai acquis au cours des formations. Et voilà, si j'ai un message à passer, c'est que les gens se disent, parce que cette conscience-là je ne l'avais pas, mais que les gens se disent qu'il y a toute une vie autour, qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui est là. Des êtres, des guides, des êtres chers, disparus qui sont là pour nous aider. Toute cette conscience-là, je ne l'avais pas. Donc ça aussi, pour ça,
J'ai une grande gratitude parce qu'ils ont beaucoup contribué à m'ouvrir mon ce fameux canal 7e qui était un petit peu fermé. Voilà. Merci beaucoup Laurence Emery d'être venue nous voir d'Annecy pour nous expliquer ces soins égypto-esséniens. Merci aussi beaucoup. Avec grand plaisir. On pourrait dire que c'est une introduction, cette émission aux soins égypto-esséniens, puisque on a compris, merci la philosophie, ces soins de cœur, ces soins sacrés. Oui. On a compris un peu qu'il y avait des méthodes, des pratiques, que c'était que c'était pas que du pose les mains comme un magnétiseur, et on les salue, nos amis magnétiseurs. On a tous du magnétisme. On a bien compris qu'effectivement, c'était tout un art, et que voilà, d'où des livres entiers, d'où des formations conséquentes. Mais ces 3 ans et demi, ils sont nécessaires pour intégrer tout ça. Bien sûr. On ne peut pas s'intégrer. Oui, c'est bien ce que je dis. Voilà. Ça peut il y a plein de schémas. Et j'ai des élèves qui me disent « Oh non, c'est déjà fini !» Parce que les 3 ans passent très vite en fait. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez commenter cette émission si vous le souhaitez. Merci si vous avez des choses à dire effectivement à Laurence, des questions à nous poser. Sachez que sous l'émission, vous allez pouvoir le faire, éventuellement poser des questions, bien sûr aller sur son site internet sur laurenceemery.fr. Oui. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette émission, si vous connaissez les soins esséniens, si vous y voyez plus clair maintenant, je connaissais, mais enfin dites-nous sur les commentaires si vous le souhaitez. Mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours du bien et ça nous fait toujours plaisir. Et à très bientôt dans Experts en thérapie.